Jérémy, on est très heureux de t'accueillir. C'est un alumni de l'Estia, donc il est diplômé Estia, Jérémy. Il est aussi diplômé en master en ergonomie cognitive. Et tu t'es intéressé à la psychologie cognitive pour savoir comment le comportement pouvait induire des économies d'énergie. Et donc, tu as publié notamment 2 articles après un stage à Berkeley. Et ces 2 articles scientifiques t'ont conduit à créer ta propre entreprise qui s'appelle eGreen. Je te Exactement. laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, en 2007, j'étais à votre place lors du lancement des 24 heures de l'innovation, il y a 14 ans. Alors, bon, c'est pas tout à fait exact parce que Estia Berry n'existait pas. Les choses ont un peu changé, mais j'étais effectivement là à écouter tous ces beaux sujets, donc je suis ravi de revenir. Je m'appelle donc Jérémy Jean et je vais vous présenter comment est-ce que les sciences du comportement peuvent nous aider à réduire notre impact environnemental. Donc, en 2007, on connaissait déjà le changement climatique depuis de longues années. On savait déjà que l'homme avait un impact sur la planète Terre. Ce qu'on savait un peu moins, c'était les ordres de grandeur des réductions d'émissions de CO2 qu'il fallait qu'on mette en œuvre pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Ça a été un peu démocratisé avec la COP21 et les accords de Paris. Et donc, en 2050, il faudra qu'un Français moyen émette 2 tonnes de CO2 par an. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on émet à l'heure actuelle, en 2021 ? On émet 11 tonnes de CO2. Donc c'est une réduction de 80%. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais je vais vous aider à vous représenter. Jérémy, je vais te demander de me donner ce qu'il y a dans le sac. Donc si on imagine que 11 tonnes, c'est ce ballon de football, et ben en fait 2 tonnes, ça représente cette petite balle de tennis. Voilà, pour vous donner un peu une idée de la différence de volume, ça c'est l'effort qu'il faut qu'on fasse. Et encore, ce n'est pas tout à fait exact, parce que si j'avais bien fait les calculs, j'aurais amené une balle de golf, mais comme je ne joue pas au golf, en fait, je n'avais pas de balle de golf. Mais c'est vraiment ça l'effort qu'il faut qu'on mette en œuvre. Donc on se rend bien compte que c'est un effort considérable. On a les ordres de grandeur, on a vu toutes les catastrophes qu'il y avait en face. Donc en fait, maintenant, on est tranquille, hein, on va y arriver. On a déjà réussi à construire des pyramides, à aller sur la Lune. C'est bon, non ? Non ? Oui, sans problème. Pas tout à fait. Je crois qu'il va falloir faire des efforts quand même. Bon, ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Je pense qu'il va falloir faire des gros efforts. On n'en prend pas forcément le chemin. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, malgré toutes ces annonces de catastrophes imminentes, même déjà un ressenti du réchauffement climatique qu'on peut percevoir, malgré les objectifs qu'on s'est fixés et maintenant qui sont très clairs, on n'y arrive pas. Si on regarde au niveau de la psychologie cognitive, on s'aperçoit qu'en fait, le cerveau, il n'est pas fait pour prédire le futur. En fait, 2050, c'est dans 29 ans. Pendant des millénaires et des millénaires, c'était la durée de vie moyenne d'un individu de l'espèce humaine. En fait, le cerveau, il est très bon pour prédire dans un futur très proche, pour finalement se protéger d'un danger imminent. Mais par contre, dans le long terme, on est extrêmement mauvais. Donc finalement, ça reste très abstrait, cette menace. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le biais de l'optimisme. Le biais de l'optimisme, c'est la tendance de l'être humain à toujours s'attendre à des événements positifs plutôt qu'à des événements négatifs. Ça se ressent souvent dans la gestion de projet, le fait de sous-estimer les coûts et les délais. Je ne sais pas si vous en avez déjà peut-être été victime vous-même, mais ça arrive assez souvent. Donc on voit que déjà, on a du mal à prédire. Ensuite, on a du mal à changer en tant qu'être humain. C'est le biais du statu quo. En fait, la nouveauté, c'est perçu comme apportant plus de risques et d'inconvénients que finalement le statu quo et ce qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, en fait, changer, c'est très très difficile et il y a beaucoup de résistance au changement. Il y a aussi l'effet de dotation. L'effet de dotation, c'est ce qu'on appelle plus communément l'aversion à la perte. En fait, on est très attaché psychologiquement à ce qu'on possède, que ce soit des biens matériels ou immatériels. Et en fait, c'est très difficile de s'en séparer. Et donc, consommer moins se déplacer, et finalement, c'est perçu comme une privation et on a beaucoup de difficultés à mettre ça en œuvre. Et enfin, et ça c'est un point important, le savoir ne suffit pas pour le faire. En fait, malgré toutes les actions de sensibilisation, malgré tout ce qu'on vous dit, malgré le fait qu'on est tous conscients du réchauffement climatique, en fait, ce n'est pas suffisamment fort pour mettre en œuvre des actions dans la vie de tous les jours. Il y a de nombreux médecins et de cardiologues qui savent tous ce que la cigarette fait sur les poumons. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne fument pas. En fait, l'intention n'est pas suffisante pour l'action. Donc, à partir de là, on voit qu'il y a quand même certaines difficultés. Ce qu'on dit souvent, on oppose souvent les petits gestes et les changements de comportement à des gros changements
d'ordre plus politique ou organisationnel. C'est un peu dommage parce qu'en fait, il faut vraiment que l'ensemble de ce triptyque agisse ensemble, de manière mutuelle. Mais ce n'est pas beaucoup plus facile de changer au niveau des entreprises. Quand on est une compagnie aérienne, vendre moins de billets d'avion, ce n'est pas forcément l'objectif premier de l'entreprise. Quand on vend de l'essence, quand on vend de l'électricité, quand on vend des biens, l'objectif, c'est quand même d'avoir de plus en plus de clients et de vendre de plus en plus de produits. Donc changer le modèle au niveau des entreprises, ce n'est pas évident. On pourrait regarder du coup au niveau politique. Il y a bientôt les élections présidentielles. On va imaginer que Jérémy se présente. Voilà, il a une fanbase assez importante à l'Hestia. On va regarder ce que pourrait être le programme de Jérémy s'il voulait vraiment s'aligner sur notre objectif de 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Alors Jérémy, il commencerait par nous dire que c'est fini la suppression des vols directs en France et qu'on ne peut pas aller hors d'Europe de manière non justifiée. Ensuite, au niveau de l'habitat, il dirait que les constructions neuves, c'est exclusivement un logement collectif, fini l'habitat individuel, qu'il y aurait un couvre-feu entre 22h et 6h pour atteindre 17 degrés de température de nuit, et qu'on taxerait la consommation d'électricité supérieure à 4 kWh par an et par personne. Ça, c'est très concret, c'est basé sur les scénarios de l'ADEME pour justement atteindre nos objectifs très ambitieux de baisse de CO2. Ensuite, toujours Jérémy nous dirait qu'on allait limiter à 1 kg de vêtements neufs par an et par personne et limiter les flux vidéo sur Internet. Sur la partie alimentation, on aurait un quota sur les produits importés, le café, le thé, le chocolat, les fruits exotiques, et qu'on limiterait la consommation de viande à 25 kg par an et par personne, sachant qu'à l'heure actuelle, on en mange 90. Et enfin, interdiction des voitures thermiques en centre urbain. On a vu à Paris, par exemple, la limitation à 30 km/h, tout ce que ça fait comme désagrément et comme levée de bouclier. Voilà. Donc, a priori, je ne suis pas trop pessimiste, mais Jérémy aurait peu de chances d'être élu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il a un programme un peu complexe. Donc maintenant, les solutions. On a beau être dans une école d'ingénieurs, on en a un peu parlé, toute innovation technologique, ça ne sera pas suffisant. Il faut aller vers de la sobriété. On peut tout à fait innover d'ailleurs pour proposer des solutions qui promeuvent cette sobriété. Et on va regarder comment est-ce que les sciences cognitives elles peuvent aider. Alors il y a différents biais persuasifs, je vous en propose 5, et on va regarder comment est-ce que ça peut nous apporter des solutions pour réduire notre impact environnemental. Il y a déjà la force des mythes et des histoires. En fait, l'être humain, il s'est bâti sur de la coopération grâce à des croyances, grâce à des mythes, grâce à des histoires. Quand on parle des pyramides, tout ça, c'est vraiment grâce à des récits. Et en fait, on pourrait totalement inventer un nouveau récit. On pourrait promouvoir finalement les low-tech par rapport au consumérisme. On pourrait avoir un récit, un imaginaire sur les expériences locales par rapport au tourisme de masse. Et ça aiderait à finalement favoriser une réduction de l'empreinte environnementale. On a ensuite le par défaut. En fait, l'option par défaut, elle est perçue par l'être humain comme étant celle à suivre. Quand dans une université, par exemple, on met une option par défaut sur les impressions noir et blanc recto verso, et en fait, on réduit de 90% le taux d'impression couleur et de 50% les consommations d'énergie. En fait, on pourrait avoir totalement des solutions par défaut quand on va manger au fast-food, que le burger végétarien, par défaut, il soit mis en avant, ce soit le premier de la liste. On pourrait imaginer que quand on achète un téléphone, un ordinateur, une voiture, le mode économique soit mis par défaut, ça réduirait de manière très importante nos émissions. Ensuite, on a le retour d'information. Pour comprendre ce comportement, il faut un retour d'information, sinon on ne peut pas changer. Ça, c'est très important à comprendre. Il faut qu'on soit au courant de ce qu'on met en œuvre. Quand on a un suivi de consommation d'électricité dans son bâtiment, on réduit ses consommations. Quand on a une jauge de consommation d'essence aux 100 km dans sa voiture, on a tendance à adopter des comportements éco-responsables. Ça, c'est aussi un vrai apport. Et là-dessus, on pourrait imaginer un compteur de CO2 qui nous permettrait de savoir en permanence combien est-ce qu'on émet de CO2. Ce retour d'information qu'on n'a pas et qui est vraiment une information qu'on n'arrive pas du tout à se représenter pourrait être extrêmement utile pour qu'on puisse changer. Il y a la norme sociale, le fait de savoir ce que font ses collègues, ses amis, ses voisins, influence notre propre comportement. L'être humain, c'est un animal social. Il a tendance finalement à éviter à tout prix l'exclusion. Et il y a un chercheur américain, par exemple, qui a ajouté à des factures de consommation d'eau où est-ce qu'on se situait par rapport à ses voisins. Automatiquement, les foyers américains ont commencé à changer de comportement et à réduire leur consommation d'eau.
Donc on peut imaginer que ce compteur de CO2, si en plus on pouvait savoir quelles étaient les émissions de ses amis, de manière anonyme celles de ses voisins, nous aiderait finalement à changer et à être un peu meilleur. Et enfin, il y a les émotions et le jeu. L'être humain, il a tendance à rechercher les émotions positives et négatives aussi. Il aime bien les films d'horreur et se faire peur. Mais le jeu, c'est vraiment ancré, que ce soit les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux vidéo, les paris sportifs, tout type de jeu. Finalement, tout le monde aime jouer. On aime tellement jouer que même les animaux en fait jouent. Ils apprennent en jouant, les animaux, depuis des millénaires et des millénaires. C'est comme ça que beaucoup d'apprentissages sont véhiculés au niveau des animaux. Et donc, si on avait ce compteur de CO2 avec un jeu, des challenges, avec finalement une sorte de gamification, on arriverait encore davantage à promouvoir des changements de comportement et à réduire notre impact environnemental. Avant de conclure, je vais me présenter peut-être un peu plus en détail. Donc, comme l'a dit Joannet, j'ai effectivement fait l'ESTIA en 2008. Je suis ensuite parti à Berkeley aux États-Unis, travailler dans le champ de la psychologie et de la motivation, dans le cadre d'un master en ergonomie cognitive. Et en fait, j'ai rédigé des articles dans des revues scientifiques pour essayer de comprendre ces biais persuasifs, comment est-ce qu'ils pouvaient nous apporter une aide pour changer de comportement. En rentrant en France, je suis passé d'un concept très théorique à une vraie solution. Et donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle eGreen. Et on développe des solutions digitales à la base de l'analyse de données et des sciences du comportement pour pouvoir finalement réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments et réduire l'impact environnemental de nos clients. Et donc, on travaille par exemple dans des challenges en entreprise. Les salariés retrouvent des défis sur une application, réduisent leur consommation d'énergie. On met des capteurs dans les bâtiments pour suivre les consommations et leur permettre d'avoir un retour d'information et ainsi finalement réduire leur impact environnemental. Et il y a quelques années, on a eu la chance avec Jérémy, avec d'autres personnes de l'ESTIA, Audrey Abiac et Émilie Chapoteau notamment, de remporter un projet européen qui s'appelle Greenplay. Et on a développé un jeu qui s'appelle Midotopia, où on doit aider un petit orang-outan à dépolluer une petite île et réintroduire un écosystème vivant. C'est, à ma connaissance, le premier jeu vidéo qui relie des actions dans sa vie réelle. On doit mettre en œuvre des éco-gestes, des défis qu'on doit relever, validés par des photos, avec une expérience de jeu virtuelle. Ça reste un jeu R&D, on est loin de Candy Crush, de FIFA et de Fortnite, mais je vous invite à l'essayer. Ça vous aidera peut-être à vous rapprocher de la balle de tennis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup de ta présentation. Alors, à toute fin